Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau des éditions Leitmotiv, après ces deux capsules vidéo sur le travail de Jérémy Lenoir. Et on a la chance d'avoir Jérémy via Skype qui va répondre aux questions des internautes. Donc je mets mes écouteurs pour pouvoir écouter Jérémy et je vais lui poser les questions qu'on a déjà reçues. Si vous voulez encore poser vos questions, ben, vous les posez en commentaire et puis Jérémy y répondra. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous. C'est un plaisir Bonjour. de te recevoir, même virtuellement. Et on a donc des questions des auditeurs, des internautes plutôt. Et je vais commencer par la première, une question de Marc. Pourquoi n'utilises-tu pas un drone? Parce qu'on a dit tout à l'heure, hein, en amont de tes capsules, que tu utilisais l'avion, que tu faisais tes photos en avion, mais pourquoi pas un drone finalement? Alors, il y a beaucoup de raisons pour ça. C'est des raisons très techniques, donc c'est très éloigné du cœur du travail, on va dire. Mais tout d'abord, il y a un problème juste lié à l'appareil lui-même, c'est-à-dire qu'un Mhm. drone, on est limité en altitude. On a des demandes d'autorisation qui sont paradoxalement plus complexes qu'en avion. C'est très procédurier. Et puis, on est limité également, en France en tout cas, par le poids Ouais. de l'aéronef. C'est-à-dire qu'on est limité, je crois, à 2 kilos. Alors, il y a quelques exceptions pour monter un peu plus, mais moi, juste mon appareil et mon objectif, c'est du matériel beaucoup trop lourd pour être emmené par le drone. Donc ça, c'est des raisons techniques. La vraie raison, enfin, il y en a essentiellement une, Mm. c'est la question du regard. C'est-à-dire que quand on utilise un drone, on voit ce que la caméra voit, et Mm. finalement, c'est très peu de choses. Alors que l'œil humain, dans l'avion, dans un hélicoptère, à 400 mètres d'altitude, voit des centaines de kilomètres carrés. Et c'est ce travail du regard de trouver dans des endroits qui ont été sélectionnés en amont par rapport à une thématique globale sur le paysage, mais c'est de réussir à trouver finalement ces Mm. espaces qui vont Mm. faire une image, qui vont faire une œuvre, qui vont faire une photographie. Et ça, j'ai essayé le drone, hein, mais je ne suis absolument pas capable de le faire. Et donc, l'autre raison qui est très pratique en avion, c'est que l'avion, c'est pas très cher, ça permet de Mm. couvrir quand même une grande distance. Finalement, je pense que ça coûterait plus cher en termes de moyens et en termes de temps Mm. d'aller d'un endroit à un autre en drone avec sa voiture, etc. Et donc, en avion, on a cette possibilité justement de trouver des lieux là où le drone, ça Mm. marche si on sait exactement ce qu'on doit aller prendre en photo. C'est-à-dire que si on me dit, voilà, va faire photo d'un tel chantier pour une commande ou quelque chose comme ça, effectivement, là, le drone peut s'expliquer. Si on est dans une recherche plus artistique avec un travail Mm. du regard, là, il faut vraiment voir les choses de ses yeux. Et puis après, voilà, il y a encore quelque chose qui se fait Mm. d'un peu manuel avec l'appareil photo malgré tout, là où en drone, maintenant, Oui, bah, presque d'ailleurs, tout est ça rejoint automatisé. une Ouais. autre question qui était celle de comment tu choisis les paysages. Moi, j'ai le sentiment sur le travail que tu as fait pour Nord ou pour Dust, on a des paysages qui sont en chantier, en transformation. Tu as beaucoup, je pense, tu vois, dans le Nord, c'est vu passage de camions. Donc ça, c'est des paysages qu'on ne pourrait pas observer ou prendre ce recul-là sans ton regard vu d'avion. On ne pourrait pas les appréhender de la même manière. Et là, tu parles des repérages enfin, avec le drone ou avec l'avion. Comment tu fais alors pour choisir un territoire? Comment tu sais, comment tu sens? Est-ce que c'est uniquement de la commande? Est-ce que c'est des intuitions? Est-ce que c'est par rapport à certains projets de transformation de territoire? Là, j'ai fait ma première en Ouais. 10 ans il y a au mois de septembre. Donc, c'est vraiment, je fais jamais de commandes. Je fais des photos assez abstraites. Donc, c'est difficile de communiquer avec ce que je peux fournir. Donc, finalement, on communique pas grand-chose ou qui communique quelque chose d'abstrait, ça intéresse pas grand monde de payer pour ça finalement. À part des Mm, collectionneurs mm, mm. pour avoir une œuvre, mais pas pour être publié dans les magazines en tout cas. Et les projets, c'est souvent des projets très longs qui viennent de mon travail sur le paysage au long terme, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de territoire contemporain, comment en fait l'homme aménage, abandonne, détruit, Mm. construit le paysage, qu'est-ce que ça dit sur nous, qu'est-ce que ça dit sur la société qui évolue, sur les identités qui se transforment également petit à petit. Et donc, euh, cette question du paysage contemporain apporte cette notion de globalisation, ces notions un peu de déshumanisation du territoire. Donc, dans lesquels on ne s'attend Mm. pas forcément à aborder ce genre de sujet, mais d'aller frontalement chercher ces territoires contemporains. Alors, dans le Nord,
Il y avait quand même la question de l'héritage du patrimoine industriel, etc. Mais avant ça, j'ai travaillé par exemple dans la vallée de la Loire, une région où on n'a pas l'habitude d'aller regarder ce qui se passe en territoire contemporain. Mais justement, c'est là Mm. que ça m'intéresse parce que la confrontation est intéressante. Et donc, une fois que j'ai une région avec une thématique qui va être assez propre au territoire, parce que finalement, c'est toujours des Mm. ensembles assez petits, je me donne 2, 3, 4 ans pour trouver, déjà par une phase de documentation, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de lieux Mm. par projet qui ont un sens avec la thématique. Je les cherche avec essentiellement les journaux que je trouve sur l'actualité économique, sur l'aménagement du territoire, ce qui est publié par les régions, les agglos, les CCI, le MEDEF, voilà, tout ce qui va parler un peu de la dynamique du territoire, en fait, va parler du Mm. territoire. C'est pas seulement quelque chose, une information économique, elle va se Mm. retrouver dans le paysage directement. C'est-à-dire que quand il y a Amazon qui vient implanter un méga center quelque part, ben Bien sûr. ça, c'est sûr que ça, on peut parler de l'économie, on peut parler de l'impact en termes d'emploi, etc. Mais il va y avoir aussi une présence physique sur le territoire. Donc, j'essaye de mettre sur une carte une trentaine, une quarantaine de lieux, et puis j'y retourne entre 10 et 15 fois pendant 2-3 ans pour suivre l'évolution, pour voir comment en fait finalement ces lieux s'implantent dans leur environnement, comment on vit, comment on travaille dedans, et de réussir à refaire petit à petit les photos jusqu'à avoir quelque chose qui me convienne. Et finalement de retourner aussi beaucoup de fois sur les lieux, ça permet Mm. d'aiguiser le regard pour réussir à aller sur des images de Ouais, plus en ouais. plus C'est abstraites. intéressant d'ailleurs parce que j'étais en train de penser au fait que tes images sont quand même peuvent être appréhendées de manière très contemplative. Et en même temps, justement, les sujets ne sont pas a priori contemplatifs. Tu vois, on n'est pas du tout dans le paysage romantique du 19e, voire la campagne bucolique. Et pourtant, quand tu renverses le paysage en le prenant par au-dessus et en ayant cette approche extrêmement plastique, ou voire ouais, abstraite, et ben on retrouve cet effet de contemplation peut-être qu'on pourrait avoir. Ouais. Déjà, moi, j'ai pas, enfin, j'ai plus une approche anthropologique. Je suis pas dans quelque chose de vraiment militant. J'essaye justement de faire des images qui donnent à penser et pas Mm. qui imposent mon point de vue sur l'évolution de la société ou sur la façon dont on construit aujourd'hui, on aménage le paysage. D'aller Mm. glisser vers l'abstraction, ça permet de donner beaucoup d'autonomie et l'autonomie permet finalement à chacun d'aller trouver son propre Mm. message. C'est-à-dire soit de rester, comme tu le dis, dans la contemplation, dans quelque chose de poétique, d'imaginaire, de même Mm. purement esthétique, soit d'aller Ouais. décrypter soi-même ce qu'on voit et d'aller comprendre, mais avec un temps qui est nécessaire, ce qui est montré dans l'image, quel type de paysage c'est, qu'est-ce que finalement ça raconte. Et le message sera peut-être d'autant plus fort parce que du coup, Mm. c'est soi-même qui Ouais, tu es l'avons sur une approche trouvé. du sensible. Et puis il y a, Une approche sensible, en fait. ouais, Ouais, ouais. c'est ça, absolument. Et tout ça, ça part aussi de l'idée que finalement, tu dis que c'est des choses qui ne pourraient pas être vues Mm. autrement, ou en tout cas qui ne pourraient pas être montrées différemment avec un autre point de vue. Je ne suis pas certain. Le point de vue, ça reste un outil. Il y a des gens qui font des photographies qui pourraient être Mm. similaires en étant vraiment Mm. très proche du sol. On a Gursky qui arrive à faire des compositions extrêmement abstraites avec je pense, une vraie question de regard. Je reviens là-dessus, mais c'est effectivement ça parce que des scolaires disaient qu'on ne voit les paysages, on ne sait voir. Mm. Et les paysages que je montre, en fait, ils sont partout autour de nous. On travaille dedans, on passe devant tous les jours. Ils sont à l'entrée de toutes les villes. C'est des paysages finalement qui devraient nous être très Mm. familiers et qui pour autant ne sont pas considérés comme paysages parce que soit on ne les montre pas dans des œuvres, dans des Mm. représentations, des entités soit utiles, soit parasites. Ils sont utilisés pour parler finalement soit de quelque chose de Mm. très formel, comme de l'actualité économique, soit même le plus souvent pour avoir voilà, un discours plutôt Mm. négatif, militant, moraliste sur Mm. l'écologie, sur comment le paysage évolue, etc. Mm. Et donc moi, je ne mets pas ça de côté parce que c'est évidemment l'écologie, par exemple, une question prépondérante dans mon travail, mais j'essaie que ce ne soit pas Mm. le premier message, ou en tout cas pas la première lecture de Mm. l'image. C'est-à-dire que dès qu'on voit une image, on ne se dise pas tout de suite, ah bah Ouais. oui, il nous parle de ça ou de ça, on comprend tout de suite, on passe à autre chose. L'idée, c'est pas de consommer l'image, mais d'avoir cet effort de décryptage. Et
tout ça pour essayer finalement de s'éduquer pas de s'éduquer, c'est pas un bon mot, ce serait beaucoup trop. Non, non, c'est pas du tout ma prétention, mais en tout cas d'essayer de trouver une Mhm. appropriation du paysage qui va être Ouais. plus intime. Alors que quand on passe Mhm. par le biais peut-être de codes, Mhm, mhm. peut-être même inconscients. On n'a pas tous, on n'est pas tous l'histoire de la peinture abstraite contemporaine, mais on a, voilà, on a ces formes, on a ces schémas qui reviennent, et Bien donc sûr. on va identifier quelque chose qui va être peut-être Mhm, plus mhm. intime, plus inconscient, Ouais, ouais. et ça, c'est Oui, c'est intéressant de vraiment voir le intéressant. paysage sous C'est-à-dire que cet angle-là. tu dévies de cet a priori qu'on aurait quand on sait que c'est un paysage. Si je te dis c'est un paysage, tu vas le regarder comme étant un Ouais. paysage. Après, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, du coup, on a une approche Oui, puis en visuelle tout de plus, suite sans les mots qui est sensible. Et après, si on sait que c'est un paysage, il y a quelque chose c'est ça. qui peut résonner à l'intérieur. Oui, parce que si on voit tout de suite ce dont il Mm, s'agit, on va être mm, rebuté par ce que l'on voit, en fait. Ça va nous faire mm, peur, ça va nous écœurer, on va trouver ça moche. Parce que mm, quand on nous parle de ces paysages-là, c'est que mm, ce type de discours qui va être associé. Et donc, l'idée, c'est pas de mm, dire que c'est beau et que c'est bien, c'est tout l'inverse. Mais c'est que chacun aille chercher mm, ça, et si malgré tout, dans le monde qui nous entoure, parce que c'est ça la réalité du monde, hein, c'est pas mm, les campagnes publicitaires pour des mm, très beaux paysages ou des paysages naturels qui sont finalement très fantasmés, mais qui sont pas dans notre quotidien. Donc ces paysages qui sont là sur des milliers de kilomètres carrés autour mm. de nous, comment on peut finalement petit à petit se Et les j'ai une approprier? question de Martine qui vient faire écho à cette idée de l'histoire de l'art. Alors, le travail d'Edward Burtynsky vous a-t-il influencé? Ce que je disais juste avant, ou des gens comme Alex MacLean ou comme Yann Arthus Bertrand qui utilisent déjà l'image pour faire passer un Hmm, message. Et donc, chez Burtynsky, il y a une esthétique absolument incroyable. C'est très probablement le photographe aérien d'ailleurs, hein, c'est qu'une petite partie de son travail. Euh, il a, lui, une approche qui est finalement très documentaire et qui est très esthétisante. hmm, Et ça, je suis pas très adepte de ça parce que finalement, il dit frontalement hmm, que c'est hmm. beau mais que c'est mal. C'est compliqué de savoir exactement où on va. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il fait des Hmm. photos pour dire quelque chose. Donc, quand on voit une de ses photos, elles sont magnifiques, mais d'une part, on reconnaît immédiatement ce que l'on voit. Et donc, du coup, on glisse tout de Ouais. suite vers cet a priori qu'on peut avoir sur l'évolution du paysage. Alors, je Hmm, veux absolument pas me dire que ce que je fais est mieux. hmm. C'est pas du tout ça, parce que ça reste un des plus grands photographes vivants, je pense, et son apport à la photographie est absolument magistral. Mais déjà, je suis pas dans cette veine de la photographie à la base. D'ailleurs, je viens plutôt des beaux-arts, et la photo est arrivée parce que c'est arrivé, mais ça aurait pu être autre chose. Et et en tout cas, c'est pas du tout on va dire, Hmm. ni les questionnements sur l'écologie que je partage avec lui, ni la façon dont j'oriente mon travail. Je suis plutôt sur, par rapport à l'histoire de l'art, j'essaye de voir la Ouais. photographie comme une écriture, en fait, comme vraiment un travail d'écriture, mais au premier degré. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure des formes simples, de formes géométriques qu'on peut reconnaître. J'aborde vraiment le travail de l'image comme ça, c'est-à-dire comme Hmm. une ancienne écriture, des écritures primaires, c'est-à-dire comme j'utilise essentiellement le format carré, dans un carré, essayer de trouver une Hmm. ligne, de trouver un rond, de trouver une diagonale, de trouver un triangle, et c'est vraiment l'idée de composer des images avant, Hmm. comme un travail de peintre, avant d'être un travail de photographe qui essaye de documenter Hmm. ou Hmm. d'informer sur Oui, oui, une oui, réalité du je vois monde. tout à fait de quoi tu parles. Ouais, Donc ouais, c'est un positionnement qui complètement. est juste différent. C'est une Et approche en ça, artistique. Hmm. c'est quand j'ai commencé ces travaux aux Beaux-Arts, c'était l'idée justement de ne pas faire ça, puisqu'en plus, Hmm, hmm. quel intérêt de faire ce que lui fait déjà, voilà, c'est Mmh de mh. façon Et exceptionnelle. ça résonne avec encore une autre question, hein, qui disait ça justement, tu viens, d'un parcours des beaux-arts, donc comment t'en es venu à la photographie et comment l'histoire de l'art a influencé tes images? Bon là, tu viens déjà de pas répondre en partie à la question, mais comment t'en es venu finalement à la photo? Tu dis: C'était ça, ça aurait pu être autre chose». Hem, comment ce moyen-là d'expression? Alors, il y a deux raisons, je pense. La première, c'est que c'était quand même un outil qui était très pratique pour parler de ce dont je voulais parler. C'est-à-dire qu'en arrivant aux Beaux-Arts, j'ai été très intéressé par la question du paysage. Euh,
pas aussi alerte que ce que je peux l'être aujourd'hui, parce que forcément, ça fait presque 15 ans que je travaille dessus maintenant, mais j'étais très intéressé de parler de ces paysages contemporains déjà, et j'étais assez fasciné par la Mm. cartographie. Et ça, c'est quelque chose même qui remonte à l'enfance, en fait. Donc, c'est quelque chose qui me poursuit Mm. depuis tout petit, cette question de la cartographie. Et quand j'ai commencé la photo de paysage, il y avait quelque chose qui m'embêtait, c'est que je pouvais parler de ce paysage-là, mais j'étais pas dans ce que je pouvais faire d'un Mm. point de vue artistique. Et le point de vue aérien m'a permis de revenir à cette notion de photographie, c'est-à-dire qu'en reprenant enfin, en pouvant avoir cet œil du dessus, je pouvais retrouver des Ouais. compositions qui étaient liées à la cartographie. Et puis après, l'idée a été vraiment d'assumer des influences que j'ai les peintres expressionnistes abstraits américains, chez des peintres comme Soulages, Noland, Newman, de Stahl, Richter, Tapies, Mm, mm, etc. Travailler la matière, de travailler le monochrome, parce que le monochrome est extrêmement présent de la mm, photographie. C'est la deuxième raison mm, qui peut être donnée, c'est que j'ai jamais apprécié mon travail de dessinateur et de mm, peintre et que finalement j'arrivais à faire des mm. meilleures peintures en photographie que ce que j'arrivais à faire en peinture. Ouais, Donc, c'est intéressant ce que tu disais sur l'écriture. Et là, tu parles de l'écriture, la cartographie. Et je me dis, il y a effectivement une recherche chez toi de peintre qui est entre la ligne, tu vois, le dessin, j'allais presque dire même le design de l'information, comment on retransmet des informations par un langage visuel dessiné. Et en même temps, la question de la matière, effectivement, avec la photo, tu arrives très loin dans la matière. Tu parlais de ta pièce, évidemment, il n'est pas le seul, mais ça me faisait penser à ça. Et je trouve que c'est très riche. On a encore une question, il en reste deux. Une question intéressante aussi, hein, de Edith qui te demande quels sont tes prochains projets. puisque j'avais terminé la série sur Salt Lake City en 2017 et donc j'ai après ça repris un projet sur la Ouais, frontière ville-campagne autour de Paris qui s'appelle Marge. J'ai repris ça en 2018 et 2019. Notamment parce que j'avais la possibilité de faire une superbe installation sur le parvis du Stade de France l'année dernière. Donc ça a été l'occasion de revenir ça. Et puis sur ce projet-là que j'avais commencé en ouais. 2011-2012. Donc c'est vraiment un working progress que j'ai déjà fait en 3 étapes. Et j'espère que je pourrai le reprendre parce que avec notamment le Grand Paris, c'est une Mm. thématique enfin voilà, c'est le plus grand chantier d'Europe sur ces 30 prochaines années. Donc il y aura à approfondir encore et à suivre cette thématique. Et puis le gros projet sur lequel je m'attelle et qui j'espère pourra se terminer ou en tout cas pratiquement se terminer l'année prochaine, c'est un projet qui s'appelle Lander qui vise à suivre en fait le Rhin du lac Constance à Rotterdam. Donc c'est assez Mhm. ambitieux, c'est 1200 km, donc ça se fait en plusieurs Ouais. résidences sur le territoire. L'idée n'étant pas de travailler sur le fleuve lui-même, mais de travailler sur le Ouais. bassin du fleuve, c'est-à-dire comment cet axe naturel est devenu un axe historique majeur en termes de Mm. démographie, d'économie, de politique, de conflits, voilà, et d'industrie également. Donc, j'ai commencé en 2017-2018 les premières photos, enfin Mhm. j'en fais un petit peu chaque année. Le début de ce projet-là ressemblait un petit peu au Ouais. projet Nord. Et donc, comme je suis dans une recherche plus plastique, maintenant qu'en fait j'arrive à bien intégrer la question du paysage et que j'essaye de me renouveler un petit peu de projet en projet, donc ça va être, je pense, un projet encore Ouais. assez radical d'un point de vue esthétique, mais qui garde en tout cas toujours le même protocole et le même esprit de recherche sur le paysage J'ai hâte de contemporain. voir ça. Je fais la dernière question parce que je crois qu'après on n'a plus le temps, mais justement c'est une question sur le temps et tu as commencé déjà à y répondre parce qu'il y a une internaute qui se demandait, Laure, combien de temps tu passes sur chaque série, de la prise de vue aux retouches. Donc là tu as, déjà raconté hein, comme ça mettait du temps entre les recherches et le temps de prise de vue, mais il y a aussi un temps de retouche, enfin de retouche ou d'editing en tout cas, ou pas. Comment? Mm, mm, Chez l'imprimeur, etc.
En gros, un projet commence par trouver déjà un espace dans lequel je veux travailler. Et puis il y a toute une phase documentaire qui va durer entre 6 mois et 1 an, que je fais essentiellement l'hiver, puisque après je fais des photos que entre, Mm. on va dire, début du mois de mai et puis le début du mois de septembre. Donc j'ai tout un temps Mm. qui est beaucoup monopolisé par les expositions, des choses comme ça, mais qui me sert de temps de Mm. documentation. Donc trouver ces journaux, trouver les lieux et trouver les pilotes avec lesquels je vais pouvoir voler, etc. Ensuite, là pour le Rhin, ça va Mm. durer entre 4 et 5 ans. Pour Dust, ça a duré 3 ans. Mm. Pour Nord, ça a duré 2 ans. Ça dépend de la Ouais. complexité et de la taille du territoire. Ça dépend de la richesse aussi des choses qu'il y a à faire. Pour Dust, j'ai eu, à chaque fois que j'y suis retourné, quelque chose de totalement différent de la fois d'avant. Et j'y retournerai maintenant. Je Mm. pourrais refaire des choses assez Ouais, différentes. Là où dans Nord, par exemple, d'une année sur l'autre, ça n'avait ouais, pas autant je vais bougé. montrer un petit peu. Donc là, pour le Rhin, ça s'est étalé, donc, notamment parce qu'avec le Covid, c'est pas allé très vite, et puis parce que c'est un projet qui est très complexe. Mais le temps est aussi intéressant parce que donc, je fais ces photos de mai à septembre, et la plupart du temps, je les regarde pas, parce que j'en fais pas beaucoup. En avion, en vieille, pareil, et donc ça shoot lentement. C'est pas, je fais Mm. assez peu d'images. D'ailleurs, je compte pas en images, je compte plutôt en lieux. Et puis, je vais les regarder souvent au mois de mars ou au mois d'avril, c'est-à-dire que je vais vraiment laisser passer du temps. Au moment où je vais les revoir pour la première fois, je vais vraiment les redécouvrir. Là, j'ai édité cette année des photos que j'avais Ouais. prises seulement en 2017, donc j'ai même attendu 3 ans pour vraiment les regarder, et je les ai redécouverts, et ça m'a permis en fait de me replonger sur la résidence suivante. Donc là, j'ai fait quelques photos cet été, malgré les confinements, et je vais les regarder seulement en mars ou avril pour vraiment me projeter dans ce que vont être les prises de vue à ce moment-là. Et en termes d'editing, c'est très variable, mais a priori, comme il n'y a pas de Mm. retouche, il y a juste un recadrage du format rectangle au format carré. Je passe plus de Ouais. temps chez mon imprimeur à essayer d'adapter la colorimétrie à la surface du Dibon Merci qu'autre beaucoup, chose. beaucoup, Jérémy, parce que c'était très riche, tout ce que tu nous as amené, là, toutes les questions auxquelles tu as répondu. Et merci d'avoir pris le temps.